Nous sommes au complet. On va faire un petit tour de présentation. Martin, Léna, tu es responsable plaidoyer de l'ONG Survival. Est-ce que tu peux juste dire ce qu'est Survival en quelques mots pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés sur le village des activistes? Bonsoir à toutes et tous. Donc Survival International, c'est le mouvement pour les droits des peuples autochtones. Donc on est une association de mobilisation de l'opinion publique et de pression politique sur différentes campagnes, mais toujours avec la volonté de s'attaquer à la racine des problèmes auxquels font face les peuples autochtones, qui se trouvent bien souvent dans nos sociétés, donc des projets qui seront financés par nos entreprises, nos gouvernements, donc des sociétés industrialisées, et parfois même, comme on va peut-être en parler, aussi des organisations de conservation. Donc, peut-être juste sur vos terrains d'opération, parce que évidemment on va avoir un tropisme sud-américain sur la table, ça c'est assez évident, mais vous intervenez aussi par exemple en Indonésie et ailleurs, enfin où ça? C'est ça, donc en fait c'est des campagnes thématiques, donc comme je disais, qui ont toujours vocation à changer le mode de fonctionnement aussi qui trouve sa racine chez nous. Mais par exemple, sur nos différentes campagnes, il n'y a pas de limitation géographique particulière. Donc par exemple, une de nos campagnes s'attache au respect des droits des peuples non contactés, donc qui sont les peuples qui n'ont pas de contact permanent et qui rejettent tout contact avec le reste de la société. Et donc ces peuples, on peut les trouver notamment en Amérique du Sud, mais aussi en Asie. Voilà. Et notre autre campagne, dont on parlera aussi sur le colonialisme vert, est plutôt axée sur l'Afrique et l'Asie. Donc voilà, c'est des zones assez larges, on va dire. Parfait. À mes côtés, Karine David, vous êtes professeure de droit public à l'université Aix-Marseille. Est-ce que vous pouvez resituer vos grands terrains de travaux, parce que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui voulait savoir, une jeune personne qui voulait savoir s'il fallait continuer à faire du droit pour pouvoir lutter pour l'environnement. Est-ce que la réponse est oui alors? La réponse est définitivement oui. J'avais envie de me lever pour dire oui, surtout, il faut le faire. Surtout quand on a effectivement des envies de se battre pour... Alors moi, effectivement, je suis donc prof à Aix-Marseille, mais... on va dire qu'en fait j'ai travaillé pendant 20 ans dans le Pacifique, plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, et c'est là principalement effectivement que j'ai pu travailler, alors sur les territoires français, mais aussi sur l'ensemble du Pacifique insulaire, donc où il y a plein de choses qui se passent aussi à l'heure actuelle. J'ai travaillé un peu dans la Caraïbe, donc voilà, je connais un peu les enjeux aussi. Mais moi, j'ai bossé particulièrement sur les petits États et territoires insulaires. Donc on va parler avec vous deep sea mining, comme on dit en bon français. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent français, il n'y a pas les Québécois qui ont trouvé un truc qu'on pourrait... Si, on parle d'activité minière, d'extraction minière sous-marine. Voilà. Est-ce que parce que comme Pablo vient d'en parler, est-ce que votre arc de compétences s'étend jusqu'au droit de la nature? Alors oui, on a effectivement, on bosse énormément parce que tous les environnementalistes aujourd'hui qui travaillent en droit de l'environnement travaillent une bonne partie d'entre eux travaillent sur les droits de la nature. Et moi, j'ai eu une expérience effectivement où en Nouvelle-Calédonie, on a même rédigé avec une des provinces une réglementation qui reconnaissait la nature comme sujet de droit. Malheureusement, ce texte a été annulé en juillet suite à un recours de l'État français. Est-ce que vous avez donné un cours particulier au président Emmanuel Macron qui, me dit-on dans l'oreillette, aurait dit que les droits de la nature n'étaient pas démocratiques et pas républicains? Ouais, il faudrait effectivement lui faire une remise à jour de ses cours de droit qui doivent être un peu trop lointains. Mais comment est-ce qu'on, juste pour qu'on comprenne bien, parce que ça va être l'objet de la table ronde, comment est-ce qu'on explique la tension entre les droits naturels et le droit classique, enfin le droit des affaires en gros, pour qu'on arrive à mettre le droit à la nature à distance? Mais en fait, alors ça dépend parce qu'il y a la sphère politique et il y a la sphère des juristes. Évidemment, dans la sphère politique, la tension, elle se fait entre le monde économique et la protection de l'environnement. Chez les juristes, c'est un peu plus technique et un peu plus compliqué, mais ça se fait parce que, en réalité, notamment en France, mais dans beaucoup de pays, mais notamment en France, on est sur un droit qui est complètement figé sur des principes qui datent de la Révolution française. Oui, on est quand même sur des principes qui datent de 250 ans. Et donc, il y a globalement une opposition des juristes à reconnaître. Alors, la personnalité juridique et la nature, c'est juste impossible. On a beaucoup de mal à le faire entendre. Alors, maintenant, on est sur la nature sujet de droit. Alors, c'est assez technique, mais il y a quand même une petite différence. Et ça commence à venir, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des blocages très conservateurs
Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit en fait pour pouvoir reconnaître des droits à la nature. On va essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit dans le temps qui nous est imparti ce soir. Pablo, on ne vous présente plus, mais on vous félicite encore pour votre vibrant appel pour l'Amazonie. Merci infiniment. Et on a été rejoint par Samay Gwalingwa. Vous êtes activiste équatorienne pour les Sarayaku. C'est bien, je prononce bien ou pas? Oui, bon, je suis Samay Gwalingwa. Je ne me considère pas activiste, je me considère une défenseur de la nature et de mon peuple. En ce moment aussi, je suis vice-présidente de mon peuple de Sarayaku et je suis en représentation de mon peuple ici pour donner le message qu'on apporte de la communauté et de la lutte qu'on a avec toutes les entreprises extractivistes et aussi toutes les menaces que maintenant arrivent dans les peuples indiens. J'ai juste une question stupide, mais vous êtes venu avec... Est-ce que vous pouvez nous décrire l'objet que vous avez dans la main, du coup? Oui, en espagnol, c'est le baston de mando. C'est le bâton de chef. Et le mien, c'est de la vice-présidente. Alors, mon peuple m'oblige à porter toujours ça dans toutes mes conférences, dans tous les espaces que je suis. Et c'est avec ça que je peux représenter mon peuple. D'accord, c'est ce qui vous donne votre légitimité. Je voudrais commencer avec une question essentielle pour remettre tout le monde à l'égalité. Cette table ronde s'appelle Buen Vivir et extractivisme, mais si on demandait à Google Traduction, il vous dirait c'est le bien vivre, ça ne nous dit pas encore grand-chose. C'est quoi votre conception du Buen Vivir? Pour le peuple de Sarayaku, le Buen Vivir, il n'est pas bien traduit, d'abord. En quichua, c'est sumak kausai, que c'est le bien-être. C'est pas la bonne vie, comme buen vivir, que c'est en espagnol. Le buen vivir à Sarayaku a trois grands espaces, que c'est la vie humaine, la vie de la nature et la terre, et aussi la vie de la communauté, que c'est le droit de l'éducation, la santé de tout le peuple. Si on voit la nature d'une façon de sortir, de s'en profiter, c'est plus le buen vivir. Pour nous, le sumak kausai, c'est vraiment être un seul avec la nature et le peuple de Sarayaku. Et c'est pas seulement le peuple de Sarayaku. En Équateur, on a 14 nationalités indiennes et chacun a son sumak kausai, que c'est d'une façon différente, mais c'est tout en dehors de l'extractivisme et tout en dehors du développement en faisant du tort à la nature. Alors, on travaille beaucoup dans ça avec les jeunes, avec les plus petits aussi, pour qu'ils comprennent que le buen vivir, c'est pas de dépendre d'une grosse voiture ou d'une grande maison ou de le nouveau GSM dernier modèle que maintenant sort comme l'iPhone 16 et tout. Sinon, c'est vraiment dans développement qu'on a droit dans santé et éducation et tous les services basiques qu'on a besoin comme ser humain, mais aussi c'est respecter tous les droits de la nature. En Équateur, Pablo a parlé que le 60% de la population a voté pour que le pétrole reste dedans du territoire. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas accompli. Jusqu'à maintenant, ils continuent à faire des licitations pétrolières, ils continuent à faire de la minerie et la minerie illégale aussi. Et aussi, ils continuent. En Équateur, c'est un des pays qui a le droit de la nature, mais ce n'est pas respecté. Il n'a pas. Il est dans la Constitution, mais il n'est pas vraiment accompli comme il devrait l'être. Alors, pour nous, le buen vivir, se casse avec tous ces concepts qui viennent de la ville, où ils disent qu'il faut en profiter de la nature pour pouvoir se développer. Et on nous dit, à nous les peuples indiens, on est rejetés parce qu'on ne donne pas le développement au monde, parce qu'on est en train de garder tout le développement qu'eux, ils ont besoin. Et notre développement n'est pas correct aux yeux des gens qui veulent beaucoup plus l'économie que l'économie, qu'on valorise beaucoup plus l'économie monétaire que l'économie de la terre.
que c'est le plus important pour notre vie et pour les peuples, et pas seulement pour les peuples indiens, sinon c'est pour le monde entier aussi. Alors si vous me permettez l'expression, on entend dans ce que vous nous dites que le faites pas à contre-temps comme ça, applaudissez dès qu'elle a fini de parler. Si vous me permettez l'expression, dans ce qu'on entend de ce qu'a fait le gouvernement équatorien, à savoir inscrire le buen vivir dans la Constitution, mais derrière continuer à exploiter le pétrole en s'asseyant sur un vote populaire qui demandait à ce qu'on arrête, ça correspondrait, enfin, en bon français, on dirait que c'est du buen vivir washing. On voit bien la tension qu'il y a entre les villes et les territoires éloignés des villes. Est-ce que vous pensez malgré tout que c'est possible d'implanter le buen vivir dans un monde comme on est, c'est-à-dire un monde très urbain, un monde où la plupart des gens vivent dans la ville? Tout est possible normalement. C'est pour ça qu'aussi quand on a des réflexions, c'est tout ce qu'on rêve, ça peut être possible aussi. Alors la possibilité n'est pas loin. On doit on pourrait dire de revoir comment on pourrait vivre. Dans les villes, quand on vient de si loin, on se rend compte que l'humanité a arrivé à avoir une conformité facile de vivre. Nous, dans la forêt, on vit physiquement, c'est dur, mais on vit de la forêt, on vit de l'agriculture, on vit de notre champ, de la chasse, de pêcher. Et c'est un mode de vie qu'on a et qu'on a vécu pendant des millions d'années. Et ce n'est pas ça qui a fait qu'on a détruit notre territoire. On le conserve et on est toujours dans notre territoire et on continue à le garder. Alors moi, je crois personnellement qu'on devrait faire un changement. En Quechua, on le dit le tiam. Le tiam, c'est se retourner, de revoir comment on pourrait vivre. Commencer à voir des autres perspectives de la vie. Le pouvoir de l'économie est tellement fort que c'est ça aussi que ça fait tout ce qui se passe dans le monde aussi. Les guerres, l'extractivisme. Alors c'est pas facile, mais ça se peut. Et le plus important, c'est commencer avec nos enfants. Peut-être que dans notre génération, on ne va pas pouvoir, mais avec les générations qui suivent, on pourra inculquer à nos enfants que le monde est en train de se finir et qu'on a besoin de pouvoir continuer. Des fois, le ser humain est égoïste, il ne pense pas vraiment aux générations qui vont venir après. Peu de population du monde pense vraiment comment on va laisser notre monde pour notre enfants ou notre génération qui viendra après 100 ans. Alors, c'est un pas qu'on doit le faire et c'est peu à peu. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas d'un moment à l'autre que ça va changer, mais on peut commencer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs que ça peut se continuer. Toute l'économie devrait commencer à vraiment avertir dans des solutions réelles pour pouvoir changer le changement climatique qu'on a maintenant. Nous, même qu'on est des peuples, qu'on est en train de défendre nos territoires, on est en train de souffrir le changement climatique, et très dur aussi. On n'a jamais vu des rivières qui sèchent, on n'a jamais vu que d'un jour à l'autre, que tout est sec, que tout revient comme si c'était un tsunami. Alors la conséquence ne vient pas seulement pour les villes, sinon c'est pour le monde entier. Et pour comprendre, parce que vous évoquiez l'éducation, est-ce que ça veut dire que désormais le buen vivir est enseigné dans l'ensemble des écoles d'Équateur, y compris dans la capitale, à Quito, ou est-ce que ça reste effectivement quelque chose qui est à côté des savoirs classiques? L'Équateur essaye un peu, mais c'est toujours difficile parce que c'est toujours un pays très extractiviste du pétrole et de la minerie aussi. Alors, ils ont aussi le tourisme, mais c'est beaucoup toujours l'exploitation. Alors, on ne peut pas parler du buen vivir dans l'Équateur si on a toujours la politique d'extractivisme de détruire la nature. Pour nous, les peuples, comme j'ai dit, la nature doit être intacte, elle doit être bien traitée et elle doit être pas contaminée. Mais si on commence à tirer le pétrole et à tirer la minerie, on est en train de tuer notre terre et on est en train de tuer notre nature.
Nous, on a le concept de l'Kausaksacha, que c'est la forêt vivante, que dedans de la nature, on n'a pas seulement les arbres, l'eau, les rivières, sinon il y a des autres aides qui sont en train de protéger ça. Et c'est pour ça que nous aussi, on demande que ce soit un sujet avec des droits, la nature, pour que, comme ils ne peuvent pas parler, les peuples, on a la voix de pouvoir protéger et de dire non, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est un grand travail que ça se continue, mais en Équateur, ils essayent, mais ce n'est pas toujours respecté vraiment avec les peuples indiens qui sont dans les territoires. Eh ben, bravo et ne lâchez rien, continuez à faire avancer la cause. Pablo, pour enrichir le débat sur le Buen Vivir, je crois qu'en Bolivie, la conception n'est pas exactement la même. Vous me dites, ça se résumerait en un mot qui est équilibre. Enfin, le Buen Vivir, ce serait... Alors, est-ce que vous pourriez nous faire la version en plusieurs mots? El buen vivir en las comunidades indígenas, aymaras, quechuas, es prácticamente el mismo buen vivir que han declarado. Nosotros hemos estudiado y discutido mucho sobre el buen vivir y creemos que además es una cosmovisión. Pero yo diría que esto viene más desde la intelectualidad andina, porque desde la práctica andina, lo que tú has dicho, práctica andina, amazónica, es lo que realmente transmiten los pueblos. Desde el mundo de la intelectualidad, para nosotros el gran mensaje del vivir bien es el equilibrio. Todo en la vida, el fin de la vida humana es la búsqueda del equilibrio. Para el capitalismo, el fin es el crecimiento. Para el vivir bien es lograr el equilibrio, un equilibrio dinámico con la naturaleza, con el otro, con la comunidad, con el país, es lograr el equilibrio entre contrarios. Bien, en fait, pour les communautés indigènes Ayhuacas et Quechua, le buen vivir est plus ou moins, correspond à peu près à ce qu'on vient d'entendre. Et nous, on a beaucoup étudié et beaucoup discuté sur le buen vivir, et on est arrivé à la conclusion que c'est en plus une cosmovision. Et du point de vue de l'intellectualité andine, c'est différent, disons, à la pratique andine et amazonienne, qui est en fait ce que les peuples nous transmettent. L'intellectualité nous dirait plutôt que le buen vivir est un équilibre. Et c'est le but, en fait, de la vie humaine. Le but du capitalisme, c'est la croissance. Mais le but de la vie humaine, c'est un équilibre dynamique avec les autres, avec la nature, avec plusieurs éléments. Et même un équilibre entre contraires. En esta visión no existe la felicidad sin la tristeza. La contradicción es parte de la realidad. En el vivir bien, lo que buscamos es la complementariedad entre estos polos opuestos, no suprimir al otro para que solamente exista uno. Eso no es posible. El todo siempre es contradictorio y siempre tendrá todas estas contradicciones entre las cuales nosotros tendremos que vivir buscando ese equilibrio dinámico. Dans cette vision, il ne peut pas avoir du bonheur sans tristesse. Et les contradictions, en fait, font la réalité. Le buen vivir considère qu'il faut trouver une complémentarité entre des pôles opposés, puisqu'on ne peut pas supprimer un pôle pour que seulement l'autre existe. Tout est contradictoire et il y a beaucoup de contradictions dans lesquelles nous devons vivre tout en cherchant cet équilibre dynamique. Merci beaucoup, je reviens vers vous un peu après. Alors maintenant qu'on a mieux compris effectivement le titre de cette table ronde, Buen Vivir et extractivisme, on voit bien les tensions qui sont à l'œuvre. Martin Samaï vient d'insister sur le fait que effectivement
les peuples autochtones faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour protéger leur environnement et évidemment il y avait d'autres grandes nationales qui arrivaient en expliquant l'inverse. Vous, ce que vous montrez dans vos campagnes, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre de multinationales qui accusent les peuples autochtones d'être à l'origine de la dégradation des écosystèmes naturels. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer un truc pareil? Oui, alors beaucoup de nos campagnes, enfin un élément commun à beaucoup de nos campagnes, c'est la lutte contre les fausses solutions, en fait, donc à la destruction de l'environnement, qui, loin d'empêcher la destruction, permettent au système destructeur de se perpétuer. Et une de ces fausses solutions, c'est en fait le modèle dominant de conservation de la nature, et principalement en Afrique et en Asie, qui relève du colonialisme vert. Et donc concrètement, ça va être des ONG de conservation, mais aussi sur la base d'imaginaires très occidentaux, qui vont aller créer des espaces protégés, donc comme des parcs nationaux ou d'autres types d'aires protégées, qui vont reposer systématiquement sur l'expulsion des peuples autochtones de leurs terres. Donc ça paraît totalement contradictoire, puisque, comme on l'a entendu jusqu'à maintenant, ces peuples-là ont non seulement habité ces territoires, mais les ont aussi protégés, façonnés, enfin voilà, vous en parlerez mieux que moi. Mais en tout cas, les organisations de conservation ont réussi à pointer du doigt les activités des peuples autochtones comme étant néfastes pour l'environnement et comme étant une nuisance qu'il faudrait gérer. Et ce serait à elles, organisations occidentales, d'aller faire la conservation de la nature. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est plus une manière de compenser la destruction d'ailleurs. Enfin, ça compense rien en fait, mais de déplacer le problème, mais en fait toujours pour avoir une mainmise sur les terres et souvent en partenariat avec les entreprises extractivistes. La deuxième hypocrisie, la deuxième tartufferie gigantesque de ce modèle-là, c'est qu'on crée donc des aires vierges, pures et parfaites selon un imaginaire très curieux de la nature, enfin très occidentalo-centré. Mais juste à côté, on continue effectivement d'avoir des concessions minières très importantes. Est-ce que vous pourriez par exemple nous parler de ce qui se passe d'ailleurs avec le concours d'une grande agence française au Congo par exemple? Oui, alors c'est vrai que donc autour de ces zones protégées, on retrouve donc des concessions forestières, minières et même parfois à l'intérieur. Et en fait, le mécanisme qui explique ça, en fait, c'est que c'est un agenda partagé entre les grosses organisations de conservation et les entreprises extractives. Et au-delà de ça, elles nouent des partenariats. Donc, par exemple, pour faire de la gestion durable des ressources naturelles, sous ce magnifique terme, en fait, ça veut juste dire que les organisations de conservation, donc par exemple WWF, WCS, African Parks, vont nouer des partenariats avec ces entreprises et donc travailler avec elles, recevoir de l'argent de leur part pour leur apposer ensuite des labels durables et faire cette fameuse gestion durable. Mais en fait, ça va surtout se traduire par le financement de toujours plus de gardes lourdement armés et qui vont, à la fois dans les concessions forestières et dans les parcs nationaux, commettre des violences et expulser les peuples autochtones. Donc en fait, plusieurs acteurs avec le même agenda ciblent toujours les mêmes personnes pour voler leurs terres. Et alors, donc pour prendre l'exemple du Congo, donc on travaille en ce moment sur le cas du parc national d'Odjala-Kokwa en République du Congo. Donc il y a un parc, tout ce qu'il y a de plus classique, ancienne, tout ce qu'il y a de plus, disons, emblématique du modèle de conservation forteresse. Donc c'est une ancienne réserve coloniale qui a été créée en tant que réserve naturelle par l'État français en 1935, et qui s'est ensuite transformée en parc national et qui est maintenant gérée par une ONG internationale, donc qui s'appelle African Parks, et sur un modèle totalement militarisé, en employant des gardes-parcs lourdement armés qui commettent des violences atroces contre le peuple Baka qui, du coup, non seulement s'est vu expulsé de ses terres, mais s'il tente d'y retourner, fait face à de la torture, de la violence physique, un harcèlement, allant jusqu'à des exécutions extrajudiciaires de la part des gardes-parcs qui les accusent d'être des braconniers et de détruire l'environnement. Rappelons, ce sont les mêmes organisations qui ensuite nouent les partenariats avec les vraies entreprises responsables de cette destruction. Mais tout ce modèle-là, donc au-delà des ONG de conservation, c'est aussi soutenu par les bailleurs de fonds occidentaux.
au premier plan desquels on trouve l'Union européenne, l'Agence française de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, et tout ça pour finalement que les Occidentaux puissent se donner une bonne conscience en allant protéger la nature ailleurs, qu'ils n'ont pas su protéger chez eux, et surtout, en fait, rappelons, et encore une fois, que ça ne protège rien du tout. C'est juste une manière de garder le contrôle sur les terres et de tirer profit des terres autochtones en se les accaparant, certes avec une étiquette verte, mais qui n'a finalement rien à voir avec la protection de l'environnement. Je voudrais continuer ce petit tour du monde des glorieuses actions des Occidentaux en ce moment sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, pour faire leur transition verte en allant en Indonésie. Dans son plaidoyer, Pablo a dit qu'il faut que la transition soit une transition intégrale et pas qu'on passe de voitures thermiques à tout autant de voitures électriques avec des millions de batteries qu'on va aller chercher dans des sous-sols qui ne nous appartiennent pas. C'est bien là l'enjeu de ce qui se passe en Indonésie, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'entendais Pablo tout à l'heure parler de ces minerais nécessaires à la transition écologique. Et donc, le cas sur lequel on travaille en ce moment en Indonésie, c'est le cas d'une entreprise française qui s'appelle Eramet, en partie détenue par l'État, à hauteur de 27%, si vous voulez tout savoir, et qui, aux côtés d'autres entreprises, exploite les terres du peuple non contacté, Ongana Maniawa, sur l'île d'Halmahera, donc exploite le nickel, à destination des batteries de voitures électriques, et donc qui travaillent avec les investissements d'entreprises, donc de constructeurs de véhicules électriques comme Tesla ou même Volkswagen, voilà, les grands noms de l'industrie automobile. Et donc la concession d'Eramet se situe sur le territoire du peuple Ongana Maniawa, dont les membres sont en grande partie non contactés, mais Eramet continue ses activités minières, nie la présence des Ongana Maniawa publiquement, alors qu'on a vu dans leur rapport qu'ils sont au courant de cette présence depuis 2013 au moins, mais continue d'exploiter le minerai, bien sûr sans le consentement ni des populations contactées, ni bien sûr des peuples non contactés, puisque par définition, le fait de refuser le contact avec le monde extérieur implique qu'ils ne donnent pas leur consentement, et donc pour respecter leur droit à l'autodétermination, il ne faut absolument pas forcer ce contact, puisque ça risque de mener à l'anéantissement total du peuple. Et donc Eramet, en exploitant les minerais de nickel sur les terres de ce peuple, finalement, non seulement détruit l'environnement, pollue la terre, l'eau, puisque extraire du nickel, extraire 1 tonne de nickel, c'est produire 2 tonnes de déchets toxiques. Et en plus menace alors non seulement les droits, mais aussi la survie du peuple tout entier, qui sont les peuples non contactés sont particulièrement vulnérables aux maladies ou aux épidémies, et donc pas très glorieux comme vous. Alors je voudrais qu'on finisse vraiment ce très très glorieux tour du monde des entreprises occidentales en allant au Pérou, puisqu'évidemment on a vu les sous-sols, on a vu l'eau, mais on n'avait pas encore parlé des forêts, et je sais que vous avez une action avec le nom des peuples avec qui vous bossez est trop compliqué pour moi, qu'il ne l'ait pas encore préparé, je vais mal le dire, donc je vais vous laisser nous parler d'eux. Oui, donc le cas du Pérou en ce moment, c'est une campagne qu'on mène aux côtés des organisations autochtones péruviennes pour les droits du peuple Mashco Piro, donc qui est un peuple non contacté qui vit entre le Pérou et le Brésil, et dont le territoire est seulement en partie reconnu officiellement, puisque les 2 tiers de son territoire ancestral sont occupés par des concessions forestières, donc octroyées par le gouvernement péruvien à des entreprises d'exploitation du bois. Et on retrouve encore cette dimension des fausses solutions et des activités qui, pour permettre un mode de vie soi-disant durable au reste du monde, finalement s'attaquent aux peuples les plus vulnérables, puisque parmi ces concessions, une notamment est certifiée FSC, donc le label durable de l'exploitation du bois qu'on retrouve sur les cahiers, sur les meubles. Et en fait, donc, voilà, ces labels finalement font pire que mieux en permettant un greenwashing total de ces activités. Bon, voilà, et juste pour essayer d'être plus optimiste, pour l'instant, toutes les campagnes de sensibilisation, de dénonciation que vous faites, est-ce que parfois ça permet d'arrêter un peu les actions
Oui, très bonne question, j'aurais dû le mentionner. Et du coup, FSC, suite à cette campagne qu'on a menée notamment cet été et à la suite de la publication de photos que vous avez peut-être vu passer dans les médias du peuple Mashco-Piro qui est sorti en partie de sa forêt. Suite à cette campagne et à la pression que Survival, les organisations autochtones et le grand public en général ont exercé sur le FSC a suspendu temporairement, bon, on verra, sa certification à cette concession. Mais l'enjeu reste bien que ce soit suspendu définitivement et surtout que le gouvernement péruvien délimite la totalité du territoire des Mashco-Piro et expulse les entreprises forestières. Eh bien, merci beaucoup. Ne lâchez rien, vous non plus. Et je vais reboucler le tour de table avec vous, Karine. D'abord, vous avez entendu ce qu'a dit Samaï sur le fait qu'on puisse réussir à inscrire le buen vivir dans la Constitution. Ça a l'air d'être le Graal pour nous. On se dit que quand un truc est inscrit dans la Constitution, d'un point de vue juridique, voilà, il est protégé ad vitam. Et derrière, effectivement, malheureusement, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce ne soit pas un bouclier absolu et qu'on puisse continuer d'extraire du pétrole alors qu'on avait dit l'inverse ? Alors, je pense que ça rejoint un peu la discussion de tout à l'heure suite à la question de la jeune femme, mais effectivement, sur est-ce qu'il faut continuer à faire du droit. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que entre ce qu'on va finalement... déjà, il faut une volonté politique pour inscrire quelque chose dans un texte qui a eu, effectivement, la Constitution équatorienne qui a inscrit Buen Vivir en son sein est citée comme exemple partout dans le monde. Et tout le monde, effectivement, pense que du coup, effectivement, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un peu la même chose en Bolivie, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la loi. Mais on se rend bien compte, effectivement, qu'il y a un décalage énorme entre, finalement, ces déclarations et ces inscriptions au plus haut niveau dans les textes et finalement l'action politique qui vient derrière. Alors après, je dirais que ce qui serait aussi important, c'est quand on est à ce stade d'inscription et que c'est dans la Constitution, c'est que fait le juge. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, notamment dans tous ces pays-là, il y a des recours. Et c'est là que le juge, en fait, va jouer un rôle extrêmement important. Parce que soit, effectivement, il va censurer et faire en sorte que les textes jouent leur rôle, soit il va avoir un rôle éminemment politique, soit il est corrompu, hein, disons les choses, et il ne va pas prendre les décisions, il ne va pas sanctionner en fait, des décisions qui sont prises par les gouvernements et qui vont à l'encontre, quand bien même c'est la Constitution. Donc en fait, tout dépend effectivement, notamment de l'état de la démocratie dans ces pays-là, tout dépend de l'éventuelle corruption qu'on peut avoir au niveau des milieux politiques. Et ça, c'est extrêmement... le juge va jouer un rôle extrêmement important. On voit très bien qu'il y a énormément de pays dans lesquels le juge joue un rôle important. Alors après, je pense au juge colombien qui a rendu des décisions absolument fabuleuses. Mais après, quand bien même... Là, on est un peu dans la solution inverse, c'est quand bien même le juge va rendre des décisions, si elles ne sont pas exécutées par le gouvernement ou par le Parlement, ça ne sert à rien non plus. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie, finalement, presque une osmose entre l'ensemble le Parlement, le gouvernement et les juges. Et ça n'arrive a priori nulle part. Alors on va retourner, puisqu'on fait un tour du monde sans bouger de nos chaises, on va retourner dans le Pacifique, qui est votre terrain d'étude particulier. Là, il y a eu des avancées très concrètes. On a réussi à faire entendre la voix des peuples autochtones dans le droit. Notamment, vous m'expliquez qu'en Nouvelle-Calédonie, par rapport à la question ou en Kanaki, c'est selon, sur la question de est-ce qu'on exploite les fonds marins ou pas, est-ce qu'on va chercher dans les sous-sols ou pas, on vient de réussir par le droit à se donner 10 ans où on touche à rien. Comment ça se passe? Quels sont les mécanismes de concertation à l'œuvre qui aboutissent à ces décisions? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est que même si ça reste un territoire français,
la Nouvelle-Calédonie a la compétence en matière minière. Donc c'est elle qui décide en fait de sa politique minière, c'est pas l'État français, ce qui peut déjà expliquer un certain nombre de choses. Et effectivement, il y a eu tout un travail, toute une réflexion qui a été menée sur l'exploitation des fonds sous-marins, donc ce qu'on appelle le deep sea mining, la mine sous-marine, c'est-à-dire d'aller dans les fonds abyssaux pour aller récupérer effectivement des terres rares, des métaux rares qui peuvent servir pour les téléphones portables, tout. Et il y a eu une réflexion qui a été posée. Alors, en Nouvelle-Calédonie, la question s'est posée différemment parce qu'il y a déjà une exploitation minière terrestre qui est le nickel. Et je suis contente d'apprendre que Eramet est présent en Anodésie parce que vous allez voir quand même la schizophrénie, c'est que l'acteur historique économique en Nouvelle-Calédonie pour le nickel, c'est Eramet. Et l'exploitation du nickel est complètement décimée en Nouvelle-Calédonie et ça a des conséquences économiques terribles pour les populations parce que l'Indonésie notamment et la Chine en fait tuent le marché en vendant en fait la tonne de nickel sur le marché de manière extrêmement basse. Hein. Je crois que on est sur des sommes que effectivement le coût en Nouvelle-Calédonie, donc comme en France, en fait, le coût de la main-d'œuvre fait que les marchés ne peuvent pas suivre et que donc, du coup, Eramet est un peu schizophrène parce qu'en fait, il tue le marché d'un côté pour effectivement récupérer de l'autre. Bref, c'était une petite incursion parce que quand vous avez dit Eramet, Indonésie, j'ai dit waouh. Donc du coup, en Nouvelle-Calédonie, donc c'est les autorités locales qui ont décidé. Et en fait, en Nouvelle-Calédonie, il y a ce qu'on appelle un gouvernement qui est collégial, c'est-à-dire que siège au sein du gouvernement à la fois, vous savez que c'est un territoire en voie d'émancipation, on en a beaucoup parlé ces derniers mois malheureusement. C'est un territoire où en fait siège au sein du gouvernement à la fois les indépendantistes et les loyalistes. Et donc tout le monde, en fait, opposition comme parti majoritaire, siège au sein du gouvernement et donc les décisions sont prises de manière collégiale, de manière consensuelle. Et c'est le cas la plupart du temps. Et donc là, il y a eu tout un travail de fait, effectivement, pour savoir s'il fallait partir via la mine terrestre, est-ce qu'on va aussi partir sur la mine sous-marine? Et là, en fait, c'est la population autochtone kanak qui a expliqué que pour eux, culturellement, c'était quand même compliqué parce que effectivement, l'océan, c'est le lieu de repos des ancêtres. Et donc, finalement, aller exploiter les mines sous-marines, aller au fond de l'océan pour finalement exploiter le minerai qui pouvait s'y poser, c'était déranger en fait les esprits des ancêtres. Et donc, il y a eu, dans la discussion, on est arrivé à un consensus. Alors, les coutumiers, les autorités coutumières demandaient un moratoire d'une 30aine d'années. Pour l'instant, il y a eu un accord qui a été adopté par le Parlement local, puisqu'il y a un Parlement local en Nouvelle-Calédonie. Et ils ont adopté un moratoire pour 10 ans. Donc, pour l'instant, il y a effectivement donc, un moratoire pour 10 ans, avec une assemblée, ce qui s'appelle le Sénat coutumier, qui regroupe en fait des représentants de la population autochtone, donc des chefs coutumiers, qui travaillent sur un projet qui s'appelle la vision kanak de l'océan, pour essayer en fait finalement d'aller plus loin que ce moratoire de 10 ans, pour faire comprendre effectivement que culturellement c'est important de ne pas toucher au fond marin. Il y a même, alors ce qui est assez notable sur cette question, c'est que cette question, enfin les débats sur est-ce qu'on exploite ou pas les fonds sous-marins a abouti finalement à une réappropriation des fonds marins sur la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Et par exemple, ils sont en train de travailler sur renommer les monts marins pour leur redonner en fait leur nom coutumier. Le nom qu'ils avaient avant qu'on rebaptise ces monts marins par le nom des navigateurs qui étaient venus coloniser. Donc il y a toute une réappropriation identitaire derrière qui est assez intéressante. Donc voilà, ça c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Après il y a les autres territoires français, ça ne se passe pas de la même manière. Pour l'instant, la Polynésie française est un peu dans l'entre-deux, à s'interroger sur le fait de le faire ou pas. Pour l'instant, on est plutôt sur un statu quo d'attendre et de ne pas commencer à le faire parce qu'il y a une méconnaissance totale en fait des fonds marins. Oui, c'est peut-être juste le moment de rappeler quand même, enfin c'est ce que disent les chercheurs du muséum, qu'il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune. Ah, c'est une belle image. Voilà, il y en a plus qui sont allés sur le fond sur la Lune que d'autres qui sont allés en dessous de 6000 mètres sous l'eau. Donc on a vraiment, mais pas la moindre idée
de ce qui va se passer, de ce qu'on peut déclencher. Enfin, Bruno David avait lancé un cri d'alerte en disant mais en fait on ne sait pas du tout le genre de réaction en chaîne que ça peut faire si on va libérer, parce que pour extraire les minerais il va falloir sacrément labourer les sous-sols et on n'a aucune idée de ce que ça va faire. Donc est-ce qu'il n'est pas possible d'arriver à un moratoire pour le coup international en disant là pour le coup c'est vraiment trop dangereux? S'agissant d'un moratoire international, après c'est comme à chaque fois, il faudrait que l'ensemble des États soient d'accord, et il y en a d'ores et déjà qui ont annoncé qu'ils voulaient y aller, y compris des États insulaires du Pacifique où ne vivent que des populations autochtones. Lesquels? Alors il y a les îles Cook notamment qui ont... mais alors les îles Cook, ils ont préparé, il y a une réglementation qui existe depuis 10 ans, avec toute une cartographie des sols, et puis essayer d'éviter les zones... finalement d'exploiter les zones avec beaucoup de biodiversité, d'essayer d'éviter les zones qui ont finalement des significations au niveau coutumier. Mais vous avez, alors l'Australie par exemple n'a toujours pas dit qu'elle était contre, hein. Il y a 2 États fédérés d'Australie qui ont dit qu'ils ne le feraient pas. La Nouvelle-Zélande l'a dit, mais vous avez tout un tas d'États, y compris partout dans le monde, y compris en Amérique latine et partout, qui pour l'instant n'ont pas dit. Y compris la France. Alors Emmanuel Macron a dit en 2022, lors de la COP27, je crois, que la France n'irait pas dans ce sens-là. C'est un peu contradictoire avec la direction qui a été prise à Wallis et Futuna. Et puis surtout, c'est juste une déclaration. C'est-à-dire que dans tous les documents que je vois, on voit que la France a dit non à l'exploitation minière sous-marine, mais c'est simplement une déclaration d'Emmanuel Macron lors d'un sommet. Il n'y a pas eu de décision du Parlement, il n'y a aucune certitude. Et il y a tout un travail qui a été fait à Wallis et Futuna, qui sont donc d'autres îles françaises dans le Pacifique, qui pour l'instant, où l'État avait décidé d'y aller, et où ça a été freiné par la population autochtone qui a finalement refusé et qui a fait pression en fait sur les autorités locales pour qu'il n'y ait pas de mines sous-marines à Wallis et Futuna non plus. Donc vous voulez dire qu'en 2022, l'année où il a dit mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas, il aurait raconté les carabistouilles, c'est possible ça? Alors les discussions à Wallis et Futuna, elles étaient antérieures, hein, mais c'est un projet qui n'est absolument pas pour l'instant enterré et qui pour l'instant ne se fait pas parce qu'effectivement il y a une opposition des autorités coutumières et de la population locale qui à Wallis et Futuna est une population à 100% autochtone. Sur la table ronde sur la guerre, c'est fini avec un plaidoyer d'un autre juriste, William Bourdon, pour la personne de Paul Watson, en espérant justement qu'il sera pas, que le Danemark l'extradera pas. Ça rappelle effectivement que, en termes de droit maritime, il y a énormément de violations des eaux internationales, des gens qui vont pêcher là où ils n'ont pas le droit d'aller pêcher, des chalutiers, etc. Est-ce qu'on sait, est-ce que le droit est renseigné sur des vrais risques justement là aussi de braconnage, puisqu'après tout le monde ne va pas aller vérifier les fonds sous-marins et que, je sais pas, certaines puissances présentes en Pacifique, la Chine par exemple, décide d'aller extraire dans les eaux territoriales françaises? Je pense que c'est le même... Alors, c'est peut-être pas le même problème que pour la pêche, parce qu'il faut quand même... et encore aujourd'hui, les technologies pour faire de l'extraction minière sous-marine, elles sont pas au point. Surtout plus on va profond, moins c'est effectivement faisable pour l'instant technologiquement. Donc déjà, heureusement, il y a le problème technologique. Mais après, je crois que effectivement, le problème se pose un peu dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'il est impossible de contrôler l'ensemble des zones qui peuvent faire l'objet d'exploitation minière. Et d'ailleurs, à Wallis et Futuna, les gens disent, hein, l'État a essayé de le faire, de commencer à faire de l'exploration dans notre dos. Si ça se trouve, on nous dit qu'on ne le fait pas, mais on est en train de le faire. Donc voilà, à mon avis, ça paraît... les zones sont tellement étendues qu'il paraît quand même compliqué de pouvoir avoir une surveillance sur l'ensemble des zones. Samaï, Pablo, une petite réaction à tout ce que vous venez d'entendre? Pablo, peut-être? Bueno, nosotros como Bolivia no tenemos salida al mar, así que no vamos a tener minería submarina. Y si quieren hacer minería submarina en el lago Titicaca va a ser muy difícil por la oposición de los pueblos indígenas aymaras. Es nuestro pequeño consuelo por ser un país mediterráneo. Donc nous, en Bolivie, on n'a pas de sortie à la mer, donc du coup, le problème de la minerie sous-marine ne se pose pas.
Et ils peuvent peut-être essayer dans le lac Titicaca, mais malheureusement, je pense que, ou bientôt, plutôt heureusement, les peuples Aymara vont sûrement s'opposer à cela. Donc voilà, c'est notre consolation en tant que pays méditerranéen sans mer. Lo que sí tenemos nosotros es, somos el país que más compra mercurio en el mundo. ¿Para qué? Para la minería del oro. Nosotros vendemos de contrabando mercurio a los otros países amazónicos y la minería del oro, que es ilegal, está generando una devastación terrible en Perú, en Bolivia, en Brasil. Es probablemente la minería de más alto impacto que tenemos en la región amazónica y de afectación a los pueblos indígenas. En fait, chez nous, le problème, c'est que nous achetons énormément des quantités de mercure. On est le pays qui achète le plus de mercure au monde. Et en fait, pourquoi? Pour la minerie de l'or. Et on vend en plus de façon illégale, en contrebande, du mercure dans d'autres pays de la région amazonienne. Et la minerie de l'or produit c'est très dévastateur en termes d'effets, d'impact. Et c'est en train de détruire le Pérou, la Bolivie, le Brésil. C'est vraiment une minerie de très très haut impact. Et cela nous touche tous. Y nosotros tenemos leyes que protegen a los pueblos indígenas, pero que no se cumplen. Entonces, ¿qué hacemos? Las organizaciones donde está queriendo entrar la minería del oro se organizan, los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, y dicen, aquí no van a entrar. Y la pelea es con fuerza. Quien tiene más fuerza se impone. Es, como dicen, luchando, peleando, porque la ley de la selva es lo que impera cuando se trata de enfrentar a la minería del oro. La justicia, también recurrimos a acciones legales, pero si no hay fuerza social, no ganamos nunca. Donc en fait, cette minerie touche énormément les peuples autochtones et malgré les lois qui existent en Bolivie pour protéger les peuples autochtones, ces lois-là ne sont pas toujours respectées, ne s'appliquent pas. Et donc la réalité est que dans les territoires, lorsqu'il y a des entreprises minières qui veulent rentrer, la seule façon de résister, c'est d'avoir des organisations des paysans, des organisations de peuples autochtones qui vont se réunir et qui vont lutter. Et c'est un vrai combat. C'est un combat avec la force. Et c'est effectivement la loi de la jungle, on dit. C'est une lutte. Puisqu'on peut essayer d'avoir des actions en justice, mais sans une résistance vraiment et la force sociale, on n'arrive jamais à rien remporter. Donc c'est vraiment un combat de force et toujours à travers le social et les organisations entre les personnes. Juste un mot, parce que je sais que dans vos champs de compétences, Karine, il y a aussi la Guyane. On a parlé pendant des années d'un projet qui s'appelait la Montagne d'Or, qui d'un point de vue écologique avait l'air très complexe. Pablo vient d'expliquer d'expliquer que ce serait en plus un massacre en termes de mercure. Où en est-on et est-ce que le Buen Vivir rentre en compte quand on arrive à bloquer ce genre de projet? Alors où en est-on? Le projet a été normalement définitif, toujours avec des pincettes, hein, il est définitivement suspendu, dixit le président de la République. Maintenant, je pense que les ONG sont quand même en alerte pour être sûr que ça ne revienne pas effectivement sur... ça ne devienne pas d'actualité. Alors après, la problématique en Guyane, hein, c'est que contrairement à ce qui peut se passer dans le Pacifique, les populations autochtones, alors déjà en Guyane française, hein, la population autochtone, c'est 5% de la population. Donc ce qui est problématique, hein, pour pouvoir reconnaître des droits. Et en fait, les populations autochtones se voient reconnaître quasiment aucun droit particulier, contrairement à ce qui peut se passer dans le Pacifique. C'est-à-dire que
Il y a eu un accord en 2017 quand il y avait eu les grandes grèves où on devait leur rétrocéder 400 000 hectares de terre, ça n'a jamais été fait. Contrairement à dans le Pacifique où les populations en fait autochtones vivent selon leurs propres règles coutumières, elles ne se voient pas reconnaître ça en Guyane. C'est des questions juridico-juridiques qui sont complètement stupides et de mauvaise foi qui plus est. Mais du coup, la suspension en fait du projet, elle est plus due en réalité, pour répondre à la question, aux pressions qui ont été mises au niveau international et notamment par les ONG, qu'une prise en compte du Buen Vivir très clairement. Samaï, est-ce que vous vouliez rebondir notamment sur ce qu'avait dit Martin sur le fait qu'un certain nombre d'entreprises arrivent et accusent les peuples autochtones de dégrader l'environnement et s'en servent comme prétexte pour pouvoir aller fouiller les sous-sols? Oui, il y a beaucoup de ces deux ONG-là, c'est vrai. En Équateur, on a le Sociobosque, que ça vient aussi entre le gouvernement et des ONG, et qu'ils protègent la nature et les forêts. Et ils viennent, ils offrent au peuple une certaine quantité d'argent pour dire nous, on vous paye et vous gardez. Mais vous ne pouvez pas faire des maisons, vous ne pouvez pas pêcher, vous ne pouvez pas chasser, vous ne pouvez rien faire. Et si vous faisiez ça, vous avez une grande demanda, une demande à justice où ils vont redoubler l'argent qu'ils ont donné pour que le peuple paye parce qu'ils ont fait leur tradition et leur culture. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui sont rentrées comme ça et qui ont, et aussi à la fin, c'est des fonds de protection, mais à la fin, c'est aussi ils prennent leur territoire. Et après, ils explosent ces territoires-là. Et le Yasuni, c'est ça qui s'est passé. Ils ont protégé, pendant des années, et après qu'ils ont protégé, le gouvernement a dit non, c'est à nous, et nous, on peut l'exploiter, et ils l'ont exploité. Et c'était un des grands exemples qu'on a eu dans l'Équateur pour plus croire aux grandes catégories de protection, aux grandes catégories de garder les territoires. Et les peuples indiens, on a décidé qu'on a le droit et l'autonomie de nous-mêmes gérer notre territoire. Alors, une des luttes qu'on a, c'est aussi... on a la lutte de la force, comme Pablo dit, mais aussi on a la lutte de la communication. Sariakou a beaucoup travaillé avec ça et nous faire entendre et de dire qu'on existe, de dire qu'on est là et qu'on est en train de lutter pour pouvoir garder ce territoire et la forêt. Et c'est aussi une façon de pouvoir donner force à des autres peuples qui sont dans ces problèmes-là et de nous renforcer et de les aider aussi. Alors, nous, on a eu, en 2002-2003, on a eu le cas Sariakou, que c'est la compagnie pétrolière française CGC et gestionnée par l'Argentine, est venue dans notre territoire mettre des mines pour exploser sous le sous-sol pour voir si on avait du pétrole ou non. Ils ont mis comme plus de 40 hectares de notre territoire et maintenant un territoire de quarantaine qu'on ne peut pas rentrer pendant déjà 20 ans. Et on a toujours ces mines dans notre territoire et on est en train on a fait toute une lutte d'une demande à la Cour interaméricaine des droits de l'homme où on a gagné le cas en 2012 et on a eu quelques items qu'il devait accomplir l'État parce qu'on a gagné à l'État. Et l'État a accompli quelques-unes. Alors, il n'a pas accompli toutes les résolutions qu'il a données. Et une de ces résolutions-là, c'est de tirer les mines qui sont dans notre territoire. Ou de voir une façon ou une manière de comment on peut solutionner ce thème-là. Et là aussi, ça rentre la consultation des peuples. Alors, les ONG ou les grandes entreprises, ou le même État, le gouvernement, ne respectent pas la consultation des peuples et le droit qu'ils ont de décider s'ils veulent ou non exploiter ou de n'importe quel projet qu'ils pourraient avoir dans les territoires. Alors, c'est une lutte qu'on est en train de le faire aussi. Et Sariakou a beaucoup il se protège beaucoup de tout.
Maintenant, il a des nouvelles menaces aussi. Il a des gens qui viennent pour acheter des territoires en faisant des faux organisations. Une des organisations là, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, c'est l'État des États-Unis, Kailasa. C'est une des organisations qui est venue déjà dans les peuples. Ils viennent, ils demandent qu'on donne notre territoire pour 1000 ans et qu'ils peuvent venir, ils vont protéger, ils vont aider pour des nouveaux projets, ils vont aider pour faire de l'agriculture, des piscines de poissons, de la souveraineté alimentaire, qui vont donner tout et ils donnent de l'argent pour que les peuples puissent. Mais dans le contrat, ils disent que eux, tout, c'est à eux et on peut et n'importe quelque chose qu'ils veulent faire, ils le feront. Pour 1000 ans. Imaginez-vous, 100 ans, c'est déjà beaucoup. 1000 ans, c'est pour toute une vie. Et c'est des nouvelles menaces que ça arrive. Les menaces aussi de les fausses solutions, que c'est les fausses solutions du carbone qui vient aussi, le crédit de carbone, où tu dis on va te protéger, mais par derrière, ils continuent à exploiter un autre peuple. Avec quel cœur on va accepter tous ces fonds-là, où les gens vont accepter? Et le pire, c'est que le gouvernement prend ces nouvelles stratégies pour dire nous, on est en train de protéger, alors on a droit aux créditos de carbone. Et après, ils viennent avec ces grandes ordonnances où ils disent qu'ils sont en train de protéger l'environnement, que l'Équateur fait ça. Et après, ils viennent et ils continuent à faire les licitations pétrolières, ils continuent à faire des autoroutes qui ne peuvent pas dans les peuples autochtones. Et c'est des projets qui viennent grâce à l'argent qu'ils sont en train de donner pour la protection du changement climatique. Alors, et c'est pour ça que les peuples indiens, on a décidé que si vraiment ils veulent aider au changement climatique, il faut y aller dans le territoire. Dans les territoires où ils sont en train de vraiment protéger leur terre, et ils sont en train de faire des gestions pour pouvoir protéger, et que comme Pablo a dit, on est un seul. Ni l'homme ni la nature est beaucoup plus haut qu'un que l'autre. Et on est un seul. C'est pour ça que le monde, on est un seul. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'arroger le monopole des questions, donc on va vous ouvrir la parole avec un micro. J'aurais juste une dernière question, Pablo. Dans votre plaidoyer pour l'Amazonie, vous avez eu quelque chose qui partait de très en bas en disant « je ne crois plus aux grandes organisations, je ne crois plus aux grandes réunions internationales ». Mais malgré tout, au-delà de l'échelon très local, qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau international? Vous m'avez dit l'Europe a fait un premier pas avec l'interdiction de l'import de produits qui contribuent à la déforestation. Et maintenant, pour aller plus loin, il faut dénoncer des accords de libre-échange qui poussent à la surconsommation, notamment la surconsommation de viande et par extension qui est responsable de la production de beaucoup de soja qui évidemment aggrave le phénomène contesté de la déforestation. Una de las cosas que ustedes están haciendo es oponerse al Tratado de Libre Comercio de Mercosur con la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea va a tener graves impactos sobre la Amazonía y creo que es fundamental mantener esa oposición para que efectivamente no entre en vigencia. Donc une des choses que vous êtes en train de faire, c'est de vous opposer à l'accord de libre-échange entre Mercosur et l'Union européenne. Cet accord-là aura des impacts terribles sur l'Amazonie et donc il est fondamental de garder cette opposition et d'empêcher cet accord d'entrer en vigueur. Creo que es muy importante avanzar en una normativa que haga a las empresas europeas empresas que pueden ser juzgadas y sancionadas bajo la normativa europea
y no como viene ocurriendo actualmente, que están sujetas a lo que pueden hacer en otros países donde es muy fácil comprar la justicia dentro de esos países. En ese sentido, necesitamos avanzar hacia un acuerdo internacional que haga que estas empresas transnacionales sean responsables por lo que hacen, sobre todo fuera de sus propios territorios. Je considère très important d'avancer avec une réglementation qui fasse en sorte que les entreprises européennes puissent être jugées et sanctionnées dans les pays européens pour ce qu'elles font ailleurs. À l'heure actuelle, la réglementation établit que les entreprises européennes sont responsables de leurs actions dans les pays où elles interviennent. Et c'est souvent des pays où il est très facile d'acheter la justice. Il est donc pour moi fondamental qu'on puisse avancer vers un accord transnational qui change cela et qui garantisse que les entreprises transnationales devront soumettre leurs actions et leurs responsabilités dans leur propre pays d'origine et non pas dans les pays, seulement dans les pays où elles travaillent. Hay muchas cosas. Por ejemplo, reconocer el ecocidio como un delito en la Corte Penal Internacional. Si el ecocidio es un delito y podemos juzgar en la Corte Penal Internacional, muchos responsables del ecocidio en la Amazonía podrían hoy estar ya siendo juzgados. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, que l'écocide soit reconnu en tant que délit, en tant que crime, dans la Cour pénale internationale. Si on arrive à faire cela, beaucoup des entités, des personnes responsables de l'écocide qui est en train de se déployer en Amazonie pourraient, à l'heure actuelle, être déjà en train d'être jugées dans cette Cour pénale internationale. Y para terminar, a nivel internacional necesitamos un acuerdo climático que tenga sanciones, que tenga compromisos reales para frenar el cambio climático. Estamos perdiendo tiempo. Vamos a llegar al 2030 y habremos perdido ya 20 años con acuerdos que no han llevado a nada. Creo que tenemos que realmente avanzar hacia un acuerdo muy diferente a nivel internacional y dejar de perder este tiempo valioso. Aussi, et pour finir, je voudrais dire qu'à l'échelle internationale, on a également besoin d'un accord climatique qui applique vraiment des sanctions avec des engagements réels et qui nous permettent vraiment de freiner l'avancement du changement climatique. Nous perdons notre temps à l'heure actuelle. On est presque en 2030 et on aura perdu 20 ans avec des accords inutiles qui n'auront servi presque à rien. Donc le temps est venu d'effectivement avoir un accord international qui nous permette de freiner le changement climatique, mais pour cela, il faut que ce soit vraiment différent. Alors, c'est toi qui as une question, c'est ça que tu me montrais comme ça? Tu triches, oui, vas-y. Je m'autorise à vous poser une question avant de donner la parole au public. En vous écoutant, et je vous remercie à chacune de vos témoignages et de vos récits d'expérience, on comprend bien qu'il y a un vrai lien entre la colonisation et des formes de guerre, en tout cas des accaparements et des formes de prédation des terres, des fonds, des océans et des peuples premiers, et qui est un véritable enjeu dans la promotion du climat de paix, avec cette question de décoloniser nos pratiques et décoloniser aussi nos représentations. Et ma question, elle s'adresse à toi, Samaï, sur... J'ai cette conviction intime qu'on a beaucoup à réapprendre aussi dans cette, de vos traditions et de votre manière d'appréhender votre rapport à la vie.
Et vous avez un terme que tu as énoncé tout à l'heure, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le sumak kosai, c'est ça? Oui. Et qui obéit à des principes et à une vraie cosmovision, à une philosophie, à un certain rapport au vivant, moi j'ai envie de croire qu'on a besoin de se réinspirer aussi de vos traditions et savoirs ancestraux dont vous êtes les détenteurs, et c'est grâce à ça que vous avez aussi pu préserver vos terres, vos territoires contre cette prédation à l'extérieur. Et est-ce que tu peux nous, si c'est possible, nous décrire un petit peu quelle est la nature de ce rapport que vous avez au vivant à travers ce terme sumak kosai? Oui, le sumak kosai, comme j'avais dit, c'est la relation de la terre et le ser humain, et de savoir qu'on est tout un seul, aucun est plus haut que l'autre, et nous on est en charge de la protéger et de la garder. La cosmovision de Saryaku, c'est une vision que ça vient depuis très longtemps. Mon grand-père me l'a appris, son grand-père l'a appris, et c'est de respecter notre nature parce qu'elle est vivante. Elle est vivante parce que il a des autres êtres qui vivent dedans aussi, et c'est ça qui protège tout le mouvement qu'il y a dans notre territoire. Ça, on le dit ancestralement, et on le dit aussi à notre enfants et tout. Mais on a réussi aussi que scientifiquement, on peut le prouver aussi avec la recherche de la connexion des champignons qu'il y a avec la nature. Ça, c'est scientifiquement prouvé que aussi nos ancêtres nous a appris. Et ça, on est en train de le mettre de nouveau dans notre concept, de qu'on ne peut pas seulement le prouver ancestralement et avec les spiritualités, sinon que maintenant on peut le prouver scientifiquement que tout est connecté. Et qu'une des plus grandes connexions, c'est les champignons qui donnent le sous-sol avec les arbres, l'eau et toute la connexion qu'il y a. C'est comme une grande toile d'araignée qui existe dans la terre. Et si on détruit ça, on détruit toute la nature. Dans un seul endroit qu'on fait une explosion, on fait une perforation, ça commence à détruire, et c'est là qu'il commence à voir tout le changement climatique qu'on souffre maintenant. Et j'ai toujours eu une réflexion que mon grand-père m'a donnée quand on était petit. Il disait que si le ser humain continuait à détruire, continuait à exploser, continuait à faire tous les dégâts qu'il est en train de faire, il aura des nouvelles maladies, il aura des nouvelles destructions qu'on ne va pas connaître et qu'on ne pourra pas mettre stop. Alors on doit commencer de ce moment-là à changer et avoir des nouvelles alternatives, que ça ne détruit pas aux autres, que ça ne fait pas du tort à des autres personnes, à des autres peuples, pour avoir le bénéfice propre de la population et d'une commodité de vie. Et c'est très important de voir cette connexion et de se reconnecter avec la nature pour pouvoir sentir ça. C'est pas seulement de faire des rituels spirituels, non. Sinon, c'est vraiment se reconnecter avec l'esprit et l'âme d'une façon différente. Merci. La parole est pour vous. Je sais qu'il y avait une annonce programmatique pour demain avec un film sur l'extraction de l'eau en Bolivie. Si vous pouvez nous dire où et quand ça se passe. C'est demain matin, c'est ça? Ah bah toi, évidemment, tu connais le programme par cœur. Mais... Je suis un peu au courant. Bonjour à tous. Déjà, merci pour tout ce que vous nous avez transmis. Gracias para todo lo que han hecho. Gracias, Pablo, en especial por todo lo que has hecho en tu vida. Para Bolivia, para el agua y para el mundo. Muchas gracias. Et vous dire que demain matin à 11h, vous êtes la bienvenue au Village Activiste où on va présenter un film sur l'eau en Bolivie. Voilà. Merci. 11h. Questions? 11. Des questions? Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez pas mal évoqué le problème des aires protégées et de la conservation et des populations et des déplacements forcés, mais aussi de l'exploitation des forêts, enfin la nature. Sauf qu'il y a pas mal de pays comme la Bolivie ou l'Équateur qui sont forcés de se développer, entre guillemets. Et comment faire si on ne peut pas conserver la nature et si on ne peut pas l'exploiter non plus, quelle solution? Comment faire pour mettre en valeur un peu le pays voilà. C'est trouver l'équilibre dans les contraires, là, c'est peut-être ça. Sí, en Bolivia tenemos 2 municipios que se oponen a la minería del oro. Y todos dicen, pero es una locura, van a perder su oportunidad de desarrollarse, de tener dinero. Estos 2 municipios, Alto Beni y Palos Blancos, tienen una producción agroecológica, producen frutas para todas las ciudades en Bolivia, exportan cacao aquí a Europa, tienen ingresos económicos y cuando uno va allí, ellos les dicen, pero nosotros estamos bien, esto es lo que queremos. ¿Para qué vamos a entrar en la minería del oro? ¿Qué es eso? Es una locura, va a matarnos. Y tienen una vida muy buena. Es un concepto diferente y real en un lugar real de Bolivia. Ese es para nosotros lo que tenemos que impulsar. Es falso el dilema de que nos va a traer desarrollo el extractivismo. Allí donde hubo extractivismo nos han dejado socavones, desastres naturales. Bravo par anticipation pour Violetta aussi, parce que quand même c'est compliqué. En Bolivie, nous avons 2 municipalités en fait qui s'opposent à la minerie de l'or. Tous les autres, en dehors de ces 2 municipalités-là, disent mais vous êtes fous, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas ces mines d'or? Vous allez avoir du développement, vous allez avoir de l'argent. Mais Alto Beni et Palos Blancos, c'est là où ces 2 municipalités-là qui résistent ont une activité agroécologique. Ils produisent des fruits qu'ils vendent dans toutes les régions du pays. Ils font de l'exportation du cacao à l'Union européenne. Et quand on va là-bas, la réponse qu'ils donnent à ceux qui posent la question, pourquoi pas la minerie de l'or, c'est bon, on est bien comme tel qu'on est. C'est ce que l'on veut. On fait ce qu'on veut. Et pourquoi faire la minerie? Ça va être toute une folie. Ça va finir par nous tuer. Et donc, c'est en fait une bonne vie pour eux. Et je crois que c'est justement ce type de concept différent que l'on doit promouvoir. On est en train de parler de quelque chose de réel, un concept réel, dans un endroit réel, dans mon pays, en Bolivie. Et c'est ce genre d'initiative qu'il faudrait promouvoir. On est trop habitué, il faut lutter contre cette idée que l'extractivisme va nous apporter le développement. Parce qu'on a déjà vu tellement d'exemples où l'extractivisme est arrivé. Et qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qui nous reste après? Des trous et des catastrophes naturelles. Oui, monsieur. Aussi pour revenir au concept du buen vivir et du summa causa qu'on parle, c'est vraiment le concept de développement des peuples indigènes, c'est pas d'exploiter les ressources et de savoir qu'il a des autres alternatives, le tourisme, aussi on a toujours ce drapeau dans notre visage de que le développement, c'est l'économie et l'argent. Alors c'est ça aussi que ça fait que l'humanité continue à vouloir faire cette destruction à la nature. Alors nous, personnellement, on dit, comme peuple indigène, on est riche. On a
la terre qu'on veut, on mange gratuit, on a notre terre, notre maison, on ne paye pas d'électricité, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas notre territoire, on est dans notre territoire. Et ça, c'est une richesse que nous, ici, on voit la pauvreté, parce que la liberté est très, très, très peu dans les pays développés, parce qu'ils doivent travailler tous les jours pour pouvoir y aller, y avoir à manger dans leur maison. Et que nous, on a une liberté de dire, un jour, je me lève, je dis, je ne me sens pas bien, je vais rester. Demain, ça va aller, je vais y aller à mon champ et je pourrai apporter ma nourriture. Alors, il faut vraiment voir le développement de quel côté est le bien ou le pas bien. Mais de voir des alternatives, comme dit Pablo, l'agroécologie, le tourisme écologique, le tourisme communautaire, que ça apporte aussi à un pays. Et c'est de voir d'une autre façon comment se développer dans notre communauté et dans notre pays aussi. Il y a une demande en France, hein. Il y a des gens qui veulent le droit à la paresse. Et je les comprends, je suis un grand lecteur de Paul Lafarge. Donc ouais. Il nous reste un quart d'heure, s'il y a des questions. Oui. On va en grouper, on ne frustrera personne. Enfin, en termes de questions. Ah, censure. Celui-là marche. Je ne sais pas si ça va être une question, mais déjà merci pour ce que vous êtes ici et ce que vous offrez. Mais c'est en pensant aussi, si nous sommes un, c'est aussi en pensant au peuple animal. C'est en pensant au peuple animal qui est saccagé et qui souffre pleinement. Et nous parlons des grandes industries, des terres qui sont exploitées. Et pas très loin, chez moi, dans les Landes, il y a des hectares et des hectares de maïs pour nourrir l'homme de viande. Ces animaux qui souffrent tellement. Toutes ces industries, tous ces animaux qui pleurent d'être dans des endroits enfermés. Et c'est peut-être à savoir notre responsabilité en tant qu'être humain. Comme disait Ella Gandhi hier, de faire attention à nos sens, c'est-à-dire à nos désirs. Est-ce juste de manger autant de viande? Est-ce juste de manger autant d'animaux qui sont en plus, la plupart, ceux des industries malades parce qu'ils sont vaccinés, et que ce que mange l'homme, c'est de la chair morte, qui est non plus celle que les peuples des traditions comme Samaï vont chercher quand ils vont chasser, parce qu'il y a une autre façon de les chasser, et que c'est peut-être cela que nous pouvons réfléchir. Si ce combat il vient de nous-mêmes, comme Ella Gandhi disait hier, et c'est écrit dans tous les textes, et notamment la Bhagavad Gita, peut-être c'est à nous d'abaisser, d'aller regarder à l'extérieur ce qui se passe. Oui, ces grandes industries sont là, mais peut-être c'est à nous de regarder ce que nous mangeons pour nous nourrir, et peut-être que ça créera moins de désirs, c'est-à-dire que ce que nous mangeons, ça crée des choses à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme un carburant, et ça nous donne des voiles à l'intérieur, parce que ce que nous mangeons, ça peut abaisser aussi notre système nerveux, et c'est cela aussi que nous devons voir, d'arrêter cette ignorance peut-être. Et je ne sais pas à qui poser cette question, mais peut-être à vous qui travaillez beaucoup avec ces industries. Est-ce que justement en fait qui essayait de sortir ces industries, de montrer qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut
à faire quelque chose pour l'être humain, pour qu'il soit plus dans l'autonomie, dans cette vérité. Arrêtons peut-être de se masquer. Alors, à la sortie de... Il y avait une question là-bas. À la sortie du... Oh, je suis fatigué. De la salle, juste en face, il y a une petite librairie. Vous avez un excellent livre sur la question de Jean-Marc Gansil, qui, dans une vie antérieure, a travaillé chez Darwin, qui s'appelle « Comment l'humanité se viande », et qui... Jeu de mots, voilà. Mais qui revient sur un certain nombre de chiffres pour poser les ordres de grandeur du problème auquel on fait face. C'est Stéphane Foucard, le journaliste écologique du Monde, qui dit toujours que les 2/3 des terres agraires en France sont utilisées pour avoir des céréales qui servent à engraisser les animaux, etc. Donc enfin, au-delà des aspects éthiques qui sont fondamentaux, etc., je veux dire, la catastrophe écologique, elle vient quand même du fait qu'on n'ait pas fait notre transition alimentaire. Alors après, je ne sais pas si Survival agit sur la question, parce que la question avait l'air d'être fléchée vers toi, mais... Non, mais juste rapidement sur la question, c'est vrai que c'est une des industries qui est responsable de la prédation sur les territoires, notamment autochtones. Et donc, ça concerne certains des cas sur lesquels on travaille. Après, voilà, pour la vision plus générale, c'est pas forcément le cœur de notre travail. Allez-y. Face à l'incompétence en fait de nos gouvernements pour lutter contre tout ce vous venez si bien d'exprimer, en fait c'est une minorité finalement qui nous impose quelque chose. Et nous, peuple du monde, pourquoi nous n'arrivons pas à nous organiser pour nous défendre contre quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, ici en France aussi, dans le monde aussi? Comment pouvons-nous nous unir? Ils sont radicaux avec nous. Comment nous pouvons... pourquoi nous n'arrivons pas à nous coordonner, nous organiser? Et comment le faire? Je sais que la question est compliquée, mais voilà, je ne comprends pas qu'on n'y arrive pas en fait, parce que nous avons, alors j'aime pas le mot pouvoir, mais nous avons le pouvoir, j'ai employé ce mot, désolé, je trouve pas de synonyme, mais le pouvoir de contrebalancer ça, sinon nous allons arriver à notre propre extinction comme d'autres peuples l'ont fait auparavant. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui a la réponse à pourquoi est-ce que, alors que Marx avait dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ils sont toujours pas unis? Non, mais juste très, très sérieusement, parce que la question est évidemment d'importance, on a un outil juridique en Europe qui s'appelle l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, qui permet, à partir du moment où des millions de personnes se sont mobilisées, de porter un texte et d'imposer un texte aux minorités qui veulent faire blocage, comme Madame le disait justement. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que l'ICE pourrait être saisi, je ne sais pas, sur le fait d'arrêter les forages ou d'arrêter de l'extractivisme? Est-ce que ça peut s'envisager? Bon, pour celles et ceux qui sont loin, il y a eu un doute important sur le visage de Karine. Vous voyez, modérément convaincu, non? Ça ne marchera pas. Enfin, Nathalie, il y a une question là après. Ouais. Ok. J'avoue que je ne vois pas quel instrument juridique aujourd'hui pourrait effectivement fonctionner, parce que sinon je pense qu'il aurait été activé depuis un moment. Alors il y a effectivement l'outil européen, mais là encore ça oblige pas non plus à l'adoption du texte. Et du coup, je sais pas, à part la rue, et encore, on voit très bien que ça marche pas non plus en France, donc les élections, ça marche pas non plus. Donc j'avoue que aujourd'hui, face à la situation dans laquelle on est, si on prend la situation nationale, moi à la base je suis constitutionnaliste, donc je peux vous dire que la situation actuelle, elle me questionne, et je sais pas encore comment la semaine prochaine je vais expliquer tout ça à mes étudiants, pour être totalement franche. Donc, je ne sais pas, ce matin, on parlait un peu aussi de délitement de la démocratie. Je crois qu'on est en plein dedans, pour être complètement franc. Et du coup, très compliqué de répondre à votre question, parce qu'à mon avis, je ne sais pas, à part qu'il y ait du monde qui descende dans la rue, aujourd'hui, on voit très bien que nos outils démocratiques, ils sont quand même un peu à bout de souffle. Et que finalement...
on a quand même, enfin, je veux dire, il faut appeler un chat, on a quand même des lobbies qui sont considérablement plus forts que la population. Et que tant qu'on reste effectivement dans cet état de fait, les outils juridiques, les outils démocratiques, ils sont quand même assez en panne. C'est quand même 2 juristes cet après-midi, après William Bourdon, qui nous appellent indirectement à la désobéissance civile et à déboulonner des pipelines avec Andreas Malm. Non, mais très bien. La désobéissance civile, c'est tout à fait légal. Ouais. Hein, c'est un concept déboulonner des pipelines, légal. ça peut être un accident. Ouais, non, ça... On ne sait pas. On n'a pas la vidéo. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour. Bonsoir, hola. C'était une question, en fait c'est une question un peu parce que j'avais compris la question à côté de moi, un peu plus sur cet aspect géopolitique, qu'en fait les pays quelque part auraient besoin d'être un peu en tête de course de cette course à la croissance et tout ça, pour faire valoir sur la scène internationale leur voix et pouvoir avoir un poids politique aussi contre des géants comme la Chine ou contre la Russie, les États-Unis, tout ça. Mais voilà, je réfléchissais parce qu'il y a des pays qui font des choses. Là, ce qui me vient, c'est par exemple le Bhoutan, le Costa Rica, plein de choses pour la démocratie, pour l'environnement, le côté sociétal, tout ça. Et on a l'impression que c'est un peu des petits pays qui se mettent à prendre ces initiatives parce que quelque part, elles n'auraient pas trop à perdre derrière. Et donc en fait, j'ai l'impression, on parlait de la Bolivie, qu'il y ait des pays qui puissent faire ce choix de ne pas rentrer dans cette course, et d'autres qui en fait sont forcés un peu d'être dedans. Et alors, par exemple, des pays comme la France, quel poids si la France décidait aujourd'hui de mettre des politiques fortes pour la société, pour l'écologie, à quel point est-ce que ça aurait un poids sur la scène internationale pour créer un peu cette étincelle, pour changer les choses, parce qu'on se rend compte qu'en fait les choses ne peuvent se changer que quand des grands qui sont en tête de cette course décident eux de changer les choses. L'argument des climato-négationnistes, là c'est juste parce que dans une vie antérieure j'étais prof de rhétorique, et l'argument ultime des climato-négationnistes c'est toujours de dire regardez, personne ne bouge, mais en réalité ils disent combien même la France se mettrait à faire sa vraie révolution écologique, comme on n'est que 1% de la planète et qu'on n'est que 1% des émissions, en fait on sait que c'est 2,5 mais on triche parce qu'on oublie les importer, ça ne suffirait pas à changer le programme. C'est un pis-aller, et en réalité moi je suis persuadé que l'histoire est en fait de cycles. Le moment où un grand pays commencera à amorcer un changement dans le sens inverse, il ringardisera un peu les autres grandes puissances qui se sentiront obligées de lui embrayer le pas. Mais peut-être que Pablo a une autre version. Et il y a une question derrière, Nathalie, si jamais. Non? Sí, pero bueno, yo vengo de un país pequeño y nosotros siempre creemos que David vence a Goliat. Es nuestra experiencia. Fue así como sacamos a una gran empresa transnacional que estaba privatizando el agua. Fue así como recuperamos el control de los recursos naturales. Entonces, nuestra visión es, la clave y la respuesta para ti es, tenemos que unirnos los pequeños más bien. Ahora estamos en una estrategia de unir los territorios que se han declarado libres de minería en la Amazonía, los territorios que se están declarando libres de combustibles fósiles, los territorios que son agroecológicos. Y vamos a tener un encuentro con motivo de la conferencia de la biodiversidad que se va a llevar a cabo en Colombia, de estos territorios libres, libres de mercados de carbono, libres de falsas soluciones, porque hay experiencias y fuertes luchas, pero muchas no están articuladas ni unidas. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question. Alors, tout le monde n'est pas hispanophone. Je peux traduire. Désolé. Excusez-moi, j'avais besoin de quelques secondes. No te preocupes. Gracias. Bon, moi je viens d'un tout petit pays et en fait, nous, on sait que David va vaincre Goliath. C'est notre expérience à nous, et c'est comme ça qu'on a réussi à vaincre et à expulser une grande entreprise transnationale qui était en train de privatiser l'eau, qu'on a pu récupérer nos ressources naturelles.
Donc c'est pour nous la vision, la clé, la réponse aussi par la question là-bas, c'est qu'il faut que les petits se rassemblent, qu'il faut l'union des petits. Et justement, dans notre pays, on est en train d'unir les municipalités qui se sont déclarées libres, par exemple, de minerie de l'or, libres de carburants fossiles, libres et qui ont été déclarées comme pratiquants de l'agroécologie. Et toutes ces municipalités, communautés-là vont être réunies lors de la conférence de la biodiversité qui aura lieu à Colombie pour justement que ces communautés, municipalités qui sont libres des marchés, des crédits de carbone, de la minerie, de fausses solutions, puissent travailler ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences, il y a plusieurs types d'expériences différentes qui fonctionnent, mais souvent, il y a aussi des endroits où les solutions ne sont pas complètement articulées et il y a un manque, disons, d'organisation. Et on va essayer de les unir tous. Oui, désolé. Alors moi, j'ai écouté attentivement les questions. Et je dois l'avouer, je n'ai pas écouté la conférence. Je suis arrivé à la fin. Par contre, je trouve il y a beaucoup de pertinence dans les questions et malheureusement, j'ai le sentiment qu'on n'y répond pas. C'est-à-dire que Madame a posé la question du pourquoi. Pourquoi on se réunit pas? Pourquoi on se fédère pas? Et finalement, on cherche, on dit bah tiens, on va chercher du côté de la législation, les leviers, etc. Mais ça répond pas à la question de pourquoi en fait. Et je fais le lien avec l'intervention de Madame, qui est sur la gauche, je suis désolé, je ne connais pas son nom, Samaï, qui parlait à la fois d'un développement et à la fois de finalement... c'est-à-dire, en gros, on va essayer de ne pas trop se développer, mais on va faire du tourisme. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est finalement antinomique. Et est-ce qu'on ne serait pas en train de ne pas regarder les choses un peu telles qu'elles sont ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer, on ne peut pas se développer et en même temps protéger la nature. C'est peut-être ces questions-là qu'il faudrait creuser et se dire, ou même sur les autres interventions, c'est-à-dire en gros, le monsieur qui a posé la question des grands qui doivent donner l'exemple, mais finalement si on est plus grand, en fait, on ne pèse plus sur la scène internationale. Donc qu'est-ce qu'on devient si on est plus grand? Qu'est-ce qui se passe? Le Bhoutan, ce n'est pas forcément un exemple, de mon point de vue, c'est pas forcément un exemple intéressant sur comment en fait une société de type l'Europe, comment elle peut évoluer, puisqu'en fait l'Europe est développée. Et elle s'est développée parce qu'elle a fait de l'extractivisme, d'abord sur son sol, puis après en sous-traitant dans d'autres pays. Et si un pays décide de virer une multinationale, c'est un autre pays qui va accueillir, comme un autre pays accueille des avantages fiscaux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ce qui a été développé. Et peut-être que si on essaie de se poser la question du pourquoi ça ne marche pas, peut-être que, et d'accepter aussi la réalité qui est peut-être un peu difficile, c'est qu'on ne peut pas se développer si on veut protéger la nature ou essayer de moins impacter. Voilà, c'était une question ou une réflexion plus. Alors, je vous renvoie à la lecture de l'excellent rapport de Olivier de Scutter, qui était là hier, qui est un juriste belge, qui est rapporteur sur l'extrême pauvreté, les droits de l'homme et la faim dans le monde pour l'ONU. Et il vient de rendre un rapport sur la décroissance dans lequel il a vraiment des approches découplées en disant on voit bien qu'en fait la croissance et donc l'extractivisme n'apporte plus de bien-être, de mieux-être aux populations dans tous les pays riches. On ne peut pas appliquer exactement la même logique sur les autres. Et donc, il va falloir qu'il y ait une péréquation. C'est ce qui avait été un tout petit peu décidé dans la COP, mais de façon très timide, avec une espèce de fonds, je ne sais plus combien il était doté, mais enfin, c'était des pouillèmes par rapport à ce qu'il faut. Combien 100 milliards bon, ça reste des pouillèmes par rapport à ce qu'il faut. Mais, et donc, la solution est peut-être sans doute là-dedans, avec accepter en tout cas, déjà pour tous les pays riches, que dans un monde aux ressources finies, il va vraiment falloir qu'on arrête d'avoir comme seul mantra la croissance. Et quand j'entendais le discours de Mario Draghi hier, où je crois qu'il a employé 32 fois le mot, je me dis que c'est pas très bien parti.
et accepter que d'autres aient quand même le droit de pratiquer encore un peu d'extractivisme quand ça amène vraiment du mieux-être. Enfin, en fait, la question que vous posez, c'est une espèce de gigantesque moratoire sur le progrès, et ça, il nous faudrait peut-être 2 heures de plus. Et on ne les a pas, car la concurrence de l'apéro va être très forte. Ah, il faut couper, Ah. Alors, c'est toi qui annonce la suite. Ah oui, on a dépassé de 2 minutes 47. Bon, bah, ça va. Est-ce qu'on ne frustre personne? Nathalie, c'est toi qui sais, parce qu'il y a une main au fond, donc soit on en prend une dernière, soit les gens viennent... Oui, je vois la main. Tu vois la main? Voilà. J'avais dit qu'on ne frustrerait pas, on va pas... Seulement, je voudrais rajouter un petit truc, que ça peut, comme vous l'avez dit durement aussi, pour la question que vous avez faite, c'est vraiment de changer notre pensée et de notre vie. Bon, moi, je ne saurais pas le dire parce que je vis dans la forêt et je la vis et on n'est pas une communauté qui n'est pas développée, on vit et on n'a pas besoin de tout ce que vous avez ici pour pouvoir vivre. Et on est bien, on est sain, on n'a pas de maladies. Et le développement ici, oui, c'est vrai, vous avez un développement très grand, un pays très grand. La France est une des 8 pays ou 9 pays très riches du monde entier, mais riche dans l'économie, pas dans la nature. Parce que quand on le voit de tout en haut, c'est très sec, c'est très pas vert, sinon c'est beaucoup plus brun. Alors, comme j'avais dit, ça dépend de où on met la richesse. Si on dit qu'on est riche parce qu'on a tout un développement économique et en détruisant la nature, ici même, vous vous rendez compte de toutes les maladies qui existent dans des pays développés, le cancer, le Covid est arrivé aussi, que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Et dans notre peuple, dans les peuples indigènes, pas seulement à Sariakou, sinon dans presque tous les peuples qui ne sont pas détruits par les exploitations et par tout l'extractivisme, ils vivent sains. Et ils sont riches. Et moi, comme j'avais dit, les peuples qui sont exploités, ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont plus de territoire, ils n'ont plus où avoir à manger. Alors, je trouve qu'il faut vraiment changer. Et changer vraiment comment vous avez le mode de développement et la vision de développement. Et il faut vraiment, je ne disais pas un tourisme massif, il faut toujours avoir une façon de se développer, mais de respecter aussi. Et ça, c'est le plus important. Oui, je parle du tourisme pour pouvoir avoir pour le pays, mais un tourisme communautaire et un tourisme écologique, c'est beaucoup plus différent à un tourisme massif qui vient et détruit aussi les peuples. Alors, je crois que c'est une réflexion pour tous aussi de voir comment il faut vraiment commencer à changer le ser humain de la raison qu'on voit que le développement, c'est de pouvoir avoir tout, une commodité, sinon de voir vraiment comment il faut se développer. Alors, je ne sais pas si je réponds à les questions que vous avez faites, mais j'espère que vous pouvez sortir de cette salle avec une autre idée de comment il faut se développer et comment il faut protéger pour pouvoir continuer à vivre. Oui, bonjour. Donc du coup, moi j'avais un peu une réflexion. En fait, j'aurais envie de rebondir sur le changement parce que du coup, on nous demande aussi beaucoup. En fait, on nous dit qu'il faut changer. On sait qu'on doit changer notre société, mais la question c'est comment. Et on attend beaucoup. Alors, je sais pas si c'est une réflexion ou une question que je fais, mais en tout cas, on attend beaucoup de l'extérieur. En fait, le changement qui vienne, mais il ne vient pas. Et je pense personnellement que le changement ne peut venir que de l'intérieur. Et s'il vient de l'intérieur, il vient avant tout en fait de l'intérieur de l'être humain. Donc
le changement, il vient bien de l'intérieur de chacun, et c'est bien à chacun en fait de changer. Et moi, ma réflexion, c'est de me dire, finalement, qu'est-ce qu'on attend pour faire une grande psychothérapie humaine, tous ensemble, que chacun s'engage pour lui, pour soi, aller voir un psychologue, aller voir un psychothérapeute, pour se changer soi, parce que le changement ne viendra pas du monde extérieur, mais il viendra bien de l'intérieur. Donc c'est à chacun de s'engager pour soi et pour le monde. On fera pas mieux que Freud pour tous, non? Je me permets, parce que ça fait le pont avec un entretien tribune demain à midi sur le climat intérieur de paix, donc qui va complètement dans le sens de cette question. Il est 19h39, on va s'en tenir là. Je vais vous demander de remercier très chaleureusement nos intervenants, traductrices. Merci.